on ne mesure pas assez combien est-ce que, aussi pour vivre sa retraite, pour vivre son vieillissement et sa vieillesse, être aimé est quelque chose qui importe fondamentalement. Et Freud disait, pour la psychanalyse, être, c'est être aimé. La vie n'a de sens que dans le rapport à l'autre. Comme le souligne le psychologue Benoît Verdon, que vous venez d'entendre, la retraite, c'est aussi souvent une redéfinition des relations personnelles et donc amoureuses. La personne qui s'apprête à quitter le monde du travail a parfois vécu une bonne partie de sa vie d'adulte avec la même personne. Comment, dès lors, s'adapter à cette nouvelle vie à deux, que le ou la conjointe soit déjà à la retraite ou qu'il, elle, travaille encore? Et comment, au contraire, envisager sa retraite quand on vit seul? Je laisse le psychologue Benoît Verdon nous livrer son point de vue avant de donner la parole à nos témoins, Thierry, Pierre, Fabienne, Annie et Mokhtar. Je suis Géraldine Dormoy et vous écoutez Le Temps d'être soi, un podcast proposé par l'assurance retraite. On sait très bien qu'il y a des couples qui, à la longue, fonctionnent par des habitudes qui n'ont plus beaucoup de sens pour l'un et l'autre, qui se satisfont de frustrations multiples, qui sans doute trouvent des satisfactions dans le travail ou ailleurs, mais qui se retrouvent à la faveur de la retraite, alors parfois de l'un d'entre eux, parfois des deux conjointement, qui se retrouvent amenés à devoir cohabiter ensemble. Et ça, c'est quelque chose qui peut être tout à fait déroutant pour un couple. Certains d'ailleurs l'anticipent de façon quelque peu angoissée. C'est de se retrouver avec quelqu'un dont on peut avoir comme idée qu'on se supportait, ou mieux, qu'on s'aimait parce qu'on se séparait, parce qu'on pouvait se quitter et qu'on se retrouvait, mais que là maintenant, vivre sous le même toit, avec parfois un cumul, c'est que les enfants ne sont plus là, ce qui fait que le couple se retrouve, et là il peut y avoir quelque chose qui peut être extrêmement éprouvant. Ça peut être une réelle occasion de se redécouvrir, mais ça peut être aussi l'occasion de vraiment avoir du mal à se supporter. Heureusement, avec quelques ajustements, l'équilibre peut être à portée de main, comme nous le montre Thierry. À la retraite depuis 2 ans après une carrière de cuisinier, ce passionné de vélo a su trouver auprès de sa femme Pierrette la bonne distance entre liberté et compromis. Des fois, je pars 3-4 jours en vélo. Mais même avant, hein, des fois, j'arrivais avec le club, on partait 3-4 jours. Elle venait pas forcément à chaque fois. Elle fait pas de vélo, mais des fois, elle venait pour accompagner ou conduire le camion ou la camionnette ou la voiture. Donc, elle nous accompagnait, ce qui fait que le soir, on était ensemble à l'hôtel. Mais des fois, je partais sans elle, plusieurs fois. Enfin, elle faisait de la rando, elle partait pareil sur des week-ends avec ses copines et ses copains de rando. Moi, j'y allais jamais, hein, donc c'est pas un souci. On a chacun on vit ensemble effectivement, on partage notre vie. Mais à côté, j'ai besoin d'avoir un petit monde à moi où je m'échappe et où elle s'échappe de son côté, même si elle connaît pas mal de gens en vélo. Mais il y a des fois, voilà, on a chacun notre petit un temps de vie un peu externe à la vie. On fait pas 100% tout ensemble. Et ça nous convient très bien comme ça. Chez Pierre, ancien consultant reconverti en professeur d'équitation, quelques chamailleries sont à l'ordre du jour. La vraie zone de dispute, c'est tout ce qui tourne autour des congés, des vacances, etc. Puisque pour moi, je voudrais que ça n'ait plus de sens. Or que je sens bien que ma femme, elle, est rythmée depuis tant d'années par il y a le week-end, etc. Mais moi, ça ne veut pas dire grand-chose. Ma femme, qui elle a décidé d'avoir une retraite de son rêve de jeune fille, qui était d'être étudiante toute sa vie. Elle trouvait qu'il n'y avait pas le plus beau métier au monde que d'être étudiant. Donc elle a, elle aussi, réalisé son projet de retourner à la faculté. Et elle suit des enseignements toute la journée.
Et dont un, c'est un cours de théâtre, donc il faut qu'on aille au théâtre. Et donc c'est moi qui ai le droit de faire chauffeur garde du corps de ces dames. Donc je vais au théâtre avec elles. Alors je regrette pas du tout. J'ai un a priori politique inadmissible et intolérable, peut-être. Dès qu'il y a le mot contemporain, je m'en méfie. Et elle m'a emmené voir du théâtre contemporain. Eh bien, c'est très intéressant. Voilà. Donc, vous voyez, je fais un pas vers elle. Et la semaine dernière, elle est venue me voir à ma compétition. Heureusement, elle est arrivée un petit peu en retard pour le moment où je suis tombé, donc elle m'a pas vu tomber. Sinon, là, je pense que j'aurais le droit à une scène de ménage du site. Tu ne remontes pas sur ce cheval. Voilà. À la retraite, comme du temps où ils étaient actifs, Pierre et Thierry ont chacun su préserver un espace bien à eux au sein de leur couple. Un facteur d'équilibre primordial aux yeux du philosophe François Galichet. Quand on est à deux, il faut éviter, je crois, le piège de se dire c'est merveilleux, enfin on va pouvoir vivre notre vie de couple pleinement en faisant tout ensemble, tout l'un avec l'autre. Voilà. Le travail nous séparait, l'éducation des enfants nous séparait parce qu'il fallait que l'un conduise un enfant, l'autre à l'autre, etc. Enfin, il n'y a plus le travail, enfin, il n'y a plus les enfants, donc on va pouvoir vivre 24 heures sur 24 ensemble. Ça, je crois que c'est un piège qu'il faut éviter parce qu'évidemment, la vie toujours ensemble conduit très vite à la saturation, et la saturation conduit au conflit, et puis on se dispute d'abord sur des petites choses, et puis sur des plus grandes, et souvent ça peut finir très mal. J'ai vu aussi, alors j'ai pas de statistiques évidemment, mais j'ai vu quand même des amis qui s'entendaient très bien pendant leur vie de travail, et puis leur couple a cassé à la retraite, enfin 1 an, 2 ans, 3 ans après la retraite, parce que justement, ils ne supportaient plus de vivre 24 heures sur 24. Donc ça aussi, je crois qu'il faut l'anticiper quand on est deux, si je puis dire. Il faut accepter que l'autre ait une vie propre, et puis comme ça, le soir, quand ils se retrouvent, eh bien, chacun peut enrichir l'autre de ce qu'il a vécu. C'est important donc d'avoir une part d'activité séparée, une part d'intérêt ou d'engagement séparé, précisément pour garder au couple une certaine vitalité, un certain échange qui sinon n'existe plus. Si on vit tous ensemble, à ce moment-là, on n'a plus rien à échanger, puisqu'on a tout partagé. Si on partage tout, on n'échange plus rien. Fabienne a longtemps travaillé avec son mari sur leur exploitation de vaches laitières. Dans le 2e épisode de ce podcast, elle nous a fait part de l'importance pour elle de trouver du temps pour soi. Mais dans 2 ans, son mari partira à son tour à la retraite. Elle songe donc aussi, déjà, au contour de leur future vie à deux. Ce qui va être, je dirais, plutôt le gros choix, c'est on va vendre notre maison à ma fille, qui va venir habiter sur la ferme. Et nous, on va déménager à La Flèche, donc qui est une petite ville à côté. Donc je crois que le gros changement va être là. C'est la ferme familiale de mon mari. Donc lui, de partir vivre ailleurs et de se créer une autre vie dans cette maison et avec un autre environnement. Ça, je trouve que c'est un gros challenge. Donc voilà, on y réfléchit pas mal. Et l'autre gros challenge, c'est que... Alors, je ne sais pas si ça sera possible, mais que mon mari ait un petit peu plus de temps disponible. Mais ça lui appartient, ça ne m'appartient pas. Et donc, on verra de ce temps disponible, voilà, ce qu'on en fait. Et là, je crois qu'il y a aussi un vrai projet de couple. Nous, notre projet de couple, c'était très pro et personnel, puisqu'on travaillait ensemble et on avait notre famille aussi sur l'exploitation. Donc, c'est vraiment... c'était très imbriqué. Des fois, moi, je disais stop. Là, on arrête de parler de la ferme, on parle un peu d'autre chose. Mais voilà, c'était très, très imbriqué. Je pense que la retraite, au niveau de notre couple, ça va être cette évolution-là. C'est-à-dire, la ferme sera importante, les enfants, ça sera important, mais peut-être avoir d'autres projets en dehors de l'exploitation, comme on a pu vivre ça durant les 10 premières années de notre mariage. Là, c'est un peu point d'interrogation encore, mais c'est super. Enfin, moi, je trouve ça super. Pour Annie, ancienne inspectrice d'art plastique à la retraite depuis 3 ans,
l'équilibre entre temps pour soi et temps à deux se cherche à tâtons. À l'époque où mon mari, qui était donc architecte, a décidé de prendre sa retraite, j'ai été un peu surprise parce que j'ai eu l'impression qu'il la prenait un peu tôt. Alors, il l'a pas prise très tôt, hein, je me souviens plus, mais moi, je travaillais encore, alors qu'on n'a qu'une année de différence. Hein. Donc, il l'a prise à un moment, sur une décision commune avec son associé. Bon, j'ai eu un peu peur pour lui. Et j'ai eu un peu peur aussi de sa présence, son omniprésence à la maison après une omni-absence. Je craignais un peu ça, mais j'étais, moi, entraînée dans mon travail à l'époque. Donc, je travaillais une partie du temps à la maison. Bon, cela dit, voilà, les choses se sont à peu près organisées entre nous. Tout le temps où j'ai continué à travailler, ça s'organisait bien. Il a commencé à prendre en charge les tâches ménagères, à faire à manger, etc. Et quand j'ai arrêté de travailler, nous avons continué un peu sur cette organisation. Et puis, ma seule crainte, parce que mon mari aime beaucoup voyager, donc il arrive à m'entraîner parfois dans des voyages, mais je voulais pas être de ces couples de retraités qui partent tout le temps à droite à gauche, qui partent pour partir. Donc cela dit, je l'ai suivi un peu, mais pas toujours. Donc voilà, les premières années, il est quand même pas mal parti. Je me suis quand même retrouvée souvent seule. Et on pourrait dire que c'est presque le seul point où on s'interroge un peu, où quelquefois je me sens un peu mal dans mon couple par rapport à cette vie de retraité, où nous n'avons pas vraiment de projet commun. Si, nous occupons beaucoup de notre fille, nous occupons beaucoup de notre chien, mais nous n'avons pas de projet commun, ou peu. Et par exemple, là, dans ma nouvelle activité municipale, l'été a été particulièrement décalé, hein, puisqu'il est parti plus longtemps que moi en juillet. Il est revenu beaucoup plus tard que moi en septembre. Moi, il fallait que je sois là vers le 15 août, parce qu'il fallait préparer la rentrée qui s'annonçait un peu compliquée. Et je lui ai demandé, quand il est rentré en septembre, de me laisser un peu de temps, de me laisser les 6 premiers mois de mon activité municipale, de nous laisser ce temps, c'est-à-dire de ne pas s'engager de nouveau dans des petits voyages à droite à gauche, lui, parce que j'avais quand même besoin de sa présence à côté de moi. Voilà, en fait, notre seul problème pour l'instant, c'est ça, si on peut dire. C'est réussir à rester à peu près en harmonie alors que nous n'avons pas du tout les mêmes engagements ni les mêmes disponibilités. Donc voilà, il y a ce petit décalage entre nous. On verra. J'ai pas envie de trop anticiper. De toute façon, nous formons un couple un petit peu particulier. J'avais une amie quand j'étais plus jeune qui disait en zigzag ou à zig et à zag. Quand il y en a un qui est à zig, l'autre est à zag. Ça a été toujours un peu comme ça. Et puis, bon an, mal an, on s'en sort quand même. Hein. Donc, je pense qu'on va quand même réussir à se ménager des espaces de rencontre. Du côté des retraités en solo, le psychologue Benoît Verdon distingue solitude décidée et solitude subie. Vous avez des personnes qui peuvent se retrouver seules à la retraite et qui finalement, somme toute, l'ont plutôt décidé. Soit parce qu'elles ont décidé de ne pas reconstruire leur vie de couple, soit parce qu'elles ont toujours décidé d'être plutôt libres sur ce plan-là, et qui peuvent faire montre de ressources, en fait, pour traiter cette solitude qui est assez stupéfiante. C'est-à-dire qu'il y a des personnes comme ça qui n'ont pas forcément attendu qu'on décide pour elles, qui ont d'emblée, parfois de façon très autonome et cependant très en lien avec d'autres, mais parfois de façon très autonome et très esseulée, mais ont essayé comme ça de se représenter ce qui pour elles était source de plaisir et qui ont décidé coûte que coûte de le vivre. Pour ces personnes-là, il est possible de constater qu'en effet la retraite ouvre à des perspectives
d'organisation de sa journée à soi qui peut être presque allant de soi. Pour d'autres personnes, la solitude n'est pas du tout apprivoisée, la solitude est imposée, elle est même vécue comme une mise à l'écart, et à ce moment-là, elle peut être tout à fait catastrophique. Pour Mokhtar Haji, la solitude n'est ni un plaisir, ni une catastrophe. En tant qu'exilé tunisien vivant en France depuis 40 ans, mais ayant fondé une famille à Tataouine, sa ville d'origine, c'est un état avec lequel il a appris à vivre. Mais la retraite marque le moment à partir duquel se pose la question du retour au pays. Je voulais bien passer voir mes enfants, parce que chaque jour, j'appelle mes filles, mes enfants, tout ça, mais quand même, il a dit, mon père, tu restes beaucoup, il faut rentrer, tout ça. J'essaye d'ici 7 mois-là, je vais partir voir mes enfants. Là, maintenant, je suis libre. Même je vais là-bas, j'ai resté 3, 6 mois, 4 mois. Ouais, comme ça, j'ai partagé l'année en deux. Par exemple, 6 mois ici, 6 mois là-bas. J'ai presque maintenant 6 filles et des garçons. J'ai 3 filles mariées. Il y a presque 8 petits-enfants. Et moi, qu'est-ce qui reste avec moi? J'ai 3 filles et des garçons à la maison avec moi. En Tunisie, oui. Oui, je voulais bien amener ici. Mais comme depuis années 81, 82, ma mère est encore vivante, je ne peux pas laisser tout seul. Cette interview a été enregistrée peu avant le 2e confinement. Le Covid a mis le projet de départ de Mokhtar en suspens. Mais gageons que d'ici quelques mois, il s'en ira enfin retrouver son épouse et ses enfants de l'autre côté de la Méditerranée. Une épouse avec qui il n'a jusque-là vécu que quelques mois chaque année et qui a eu la lourde tâche, le reste du temps, d'élever seule leurs 8 enfants. Chez nous, ma femme, elle fait tout. Elle fait le manger pour toutes les familles, elle fait ça, elle prépare ça, et elle prépare les enfants parce que les enfants tous petits pour elle. Alors ma femme, elle est beaucoup souffrir, beaucoup fatiguée avec la famille. Elle manque, la vérité. Hein. Mais quand même, j'appelle chaque jour. Quand même, il est bien avec ses filles. Il y a beaucoup sourire, toujours sourire. Moi, je voulais bien rentrer, la vérité. Je voulais bien les jours que je touche mon retraite, je vais rentrer, je vais installer là-bas. Mais comme j'ai dit, j'ai né un gosse, les jeunes là, qui a 25 ans. C'est comme mon père, il est venu, mon papa, il est venu ici depuis l'indépendance de la Tunisie, année 56. Alors, il a travaillé, il est resté presque 25 ans ici en France. Lui, il travaille dans les bâtiments et travaux publics, comme moi. Hein. Lui, il a fait ça. Et moi, quand j'ai arrivé ici en années 80, alors j'ai commencé à faire ça, pareil comme mon père. Mon père, il est venu 56. Moi, j'ai venu 79 ou 80, 70. Après, mon fils, c'est comme ça. Nous, c'est toujours comme ça. Nous, surtout la ville de Tataouine, toujours c'est comme ça. Depuis année 55 ou 54, il vient ici en France. Les pères, après les fils, après les petits-fils, après, jusque toujours. Ici, par exemple, j'arrive à amener mon fils ici. Je vais rester un an et demi. Je vais installer. Je vais chercher un studio pour lui, pour vivre bien. Et je vais faire la démarche pour lui, pour les papiers, en règle. Hein? Alors, si j'ai installé mon fils ici, après il est bien installé, moi je vais partir, la vérité. Je vais partir. Enfin, il y a la question de l'amour retrouvé. La retraite peut-elle coïncider avec le début d'une nouvelle histoire à deux ? Là, on touche à un tabou qui commence enfin à se lever. L'amour chez les vieux. S'autoriser d'être de nouveau amoureux, alors que le corps qu'on a n'est peut-être plus le corps qu'on voudrait avoir, qu'on a peut-être même cherché à entretenir d'une façon ou d'une autre, ça n'est peut-être plus le corps qu'on voudrait avoir et ce n'est sans doute pas le corps qu'on voudrait montrer. Et pouvoir retomber amoureux, avec éventuellement même construction durable de quelque chose avec d'autres, avec un ou une autre,
est quelque chose qui, il y a encore pas si longtemps que ça, n'était vraiment pas permis. Ça se faisait de façon assez clandestine. Ça pouvait susciter la désapprobation des proches, et notamment des enfants, qui ne regardaient pas toujours d'un bon œil que leur père ou leur mère s'autorise comme ça, c'était vécu comme tel, de tromper le père ou la mère, alors que le père ou la mère n'était plus d'actualité au sens où peut-être que la personne était décédée, peut-être qu'il y avait eu un divorce, une séparation X ou Y. Et ça, on ne mesure pas assez combien est-ce que, aussi pour vivre sa retraite, pour vivre son vieillissement et sa vieillesse, être aimé est quelque chose qui importe fondamentalement. Et Freud, il avait cette formule très forte. Il disait, être, en fait, ça n'existe pas. C'est pour la psychanalyse, être, c'est pas une question. Ça, c'est une question de philosophe. Ce qui est très bien, c'est très important, la question existentielle. Mais Freud disait, pour la psychanalyse, être, c'est être aimé. La vie n'a de sens que dans le rapport à l'autre. Et notamment dans la possibilité d'être aimé. C'est pas juste être, c'est être aimé. Et donc la question de la mort, c'est pas juste n'être plus. C'est aussi n'être plus pour les autres. Et que les autres ne soient plus pour soi. Oui. Et donc, pouvoir avoir de nouvelles expériences sexuelles, affectives, amoureuses, amicales, quels qu'en soient les déploiements et les accomplissements, c'est quelque chose qui, évidemment, pour soi, est quelque chose de potentiellement tout à fait précieux. Mais il ne s'agit surtout pas de l'entendre comme quelque chose de normatif. Parce que là, on retrouve la question de la solitude qu'on évoquait tout à l'heure. Pour certaines personnes, au contraire, l'équilibre psychique est trouvé dans la solitude. C'est-à-dire dans une solitude assumée de façon très libre. Elle est sans doute prise aussi dans des renoncements, dans des frustrations, etc. Mais par rapport aux normes qui parfois demeurent tout à fait tyranniques dans l'expérience du vieillissement, où être un bon vieux, une bonne vieille, c'est être comme ci, comme ça, voilà, on peut souhaiter que chacune d'entre nous trouve là quand même une voie de liberté où ce qu'il ou elle a envie de vivre puisse être accessible. Je suis Géraldine Dormoy et vous venez d'écouter le 4e épisode de la série Le temps d'être soi, un podcast de l'assurance retraite. Vous pouvez le retrouver, ainsi que tous les épisodes de la série, sur les plateformes de podcast et sur l'assuranceretraite.fr. Dans le prochain épisode, nous verrons ce que la retraite change dans la dynamique familiale. Le temps d'être soi est produit par Louis Créative, l'agence de contenu audio de Louis Média. Cet épisode a été enregistré par Benoît Daniel. Soukaina Kabal en a assuré la coordination ainsi que le montage. Le mixage a été réalisé par Tristan Mazir et la musique composée par Alix Lachivé.